Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Le Conseil national de sécurité alimentaire se réunit à Ouagadougou pour se pencher sur les mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles au Burkina. Il s'agit de manière générale de renforcer la résilience des populations. Tout le monde crie victoire après la décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui demande le réexamen de la demande de liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en estimant que le premier procès était entaché d'erreur. Cela dit, audience du Premier ministre Paul Kabatieba, le chef du gouvernement, a reçu hier le vice-président pour l'Afrique et de l'océan Indien du groupe aéronautique Airbus. Au menu des échanges, le partenariat que Airbus entend nouer avec la compagnie nationale Air Burkina, une coopération qui devrait permettre à la compagnie nationale de connaître l'expansion de ses activités. Compte rendu, Césaire Carrefour, Lambert Soma, Draman Guinée. Le vice-président d'Airbus pour l'Afrique et l'océan Indien, à travers cette rencontre avec le Premier ministre, est venu explorer les meilleures stratégies pour relancer les activités de Air Burkina. C'est leur permettre d'avoir des produits qui sont beaucoup plus efficaces que les produits qu'ils ont aujourd'hui, qui ne coûtent pas nécessairement plus cher. Ça permettra de diminuer le coût d'exploitation et offrir un produit aux passagers, mais surtout aussi permettre au pays de pouvoir exporter, que ce soit en agriculture, et aussi ouvrir le pays aux investisseurs. Avec ce partenariat naissant, Airbus entend créer de l'emploi au Burkina à travers l'expérience fructueuse déjà acquise en Asie et reprise dans d'autres pays africains. Pour le ministre des Transports, c'est une aubaine. C'est très intéressant, en tout cas par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, avec la flotte que nous avons. La proposition d'Airbus est absolument très intéressante. Vous allez en savoir en tout cas très prochainement et dans les jours à venir, et très rapidement. Airbus va aider le Burkina à développer le domaine de l'aviation avec l'espoir de voir Air Burkina faire des commandes d'avions dans les années à venir. Réunion depuis ce matin du Conseil national de sécurité alimentaire, 9e rencontre pour discuter de l'insécurité alimentaire structurelle, de la malnutrition et de l'accès adéquat des populations aux services sociaux de base. À ces retrouvailles, les participants vont examiner les mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. Au bout du compte, des décisions devraient sortir de cette Assemblée générale pour renforcer la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le reportage, Salifou Belem, Maïmouna Traoré. Quelle stratégie pour une résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle? Les membres statutaires du Conseil national de sécurité alimentaire se concertent. La récurrence des chocs, inondations, sécheresses, attaques aviaires, hausse des prix inquiète et il faut des mécanismes appropriés de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles. À chaque instant que nous avons des crises, c'est en ce moment qu'il faut trouver les solutions. Alors, quand il faut trouver les solutions, alors que les personnes qui sont vulnérables sont touchées dans leur profond être, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, il y a l'adage qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pour cela que cette session va se pencher sur la prévention et faire en sorte que plus jamais on ait des crises de ce genre que nous avons connues par le passé et qui a vraiment mis des populations, les populations vulnérables dans des situations très délicates et très honteuses. Cette 9e session de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire est consacrée à l'examen des mécanismes de prévention existants et à l'élaboration d'une méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de résilience sans parler d'identification des bénéficiaires. Si on ne sait pas envers qui, si on ne sait pas qui doit bénéficier des interventions, nous risquons toujours de rester dans le saupoudrage et bien sûr, nous n'allons pas atteindre notre objectif majeur qui est bien sûr zéro faim d'ici 2035. Il est attendu de ces travaux des décisions fortes et des solutions concrètes.
L'UEMOA vient au secours des populations rurales burkinabè pour leur permettre de lutter efficacement contre la pauvreté. L'Union économique et monétaire ouest-africaine met à la disposition du ministère de l'Agriculture des infrastructures agricoles, dont des magasins de stockage et de conservation de récoltes. La remise de ces infrastructures a eu lieu samedi dernier à Kiribina, dans la commune de Banfora, dans la Komoué. Reportage Drissa Traoré et Rachid Savargo. Cet acte est le résultat d'une parfaite collaboration entre le Burkina Faso et l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine vient de mettre à la disposition de l'État burkinabé à Banfora des infrastructures agricoles composées entre autres de 30 aires de séchage, de 38 magasins de stockage et une ligne de nettoyage, le tout estimé à 306 millions de francs CFA. Aucun État tout seul ne peut gérer la question agricole. C'est des ressources partagées que nous avons en matière d'agriculture. La sécurité alimentaire, c'est une affaire de gestion des stocks, d'abord sur le plan national, mais également sur le plan régional. Et c'est pour ça que nous allons poursuivre ce programme en construisant d'autres magasins. Ces infrastructures remises au ministère en charge de l'agriculture sont rétrocédées aux organisations paysannes et à la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, très satisfaits. On ne sait même pas comment exprimer notre joie parce qu'on était dans le besoin. Vraiment, on remercie l'UEMOA et l'administration, le ministère de l'Agriculture qui nous a épaulés pour avoir ces infrastructures-là. Alors, si aujourd'hui, on a la chance que l'UEMOA a financé tous ces magasins avec les accessoires pour aussi conserver ces denrées alimentaires, à tout moment, on peut les sortir et les vendre à un coût raisonnable, à un prix satisfaisant, aussi bien pour le producteur, aussi bien que le consommateur. Le programme de construction de ces magasins de stockage et de conservation des récoltes résulte d'une convention. Une convention signée entre le Burkina Faso et l'UEMOA en février 2013. Le programme d'appui au secteur forestier et son exécution passait au peigne fin lors de la tenue de son comité de pilotage qui s'est ouvert lundi à Ouagadougou. Au cours de cette rencontre, il s'agit de faire le point de l'état de mise en œuvre des activités et de proposer un réajustement budgétaire pour atteindre les objectifs du PASFEP. Ce programme est mis en œuvre depuis 2013 au Burkina et travaille en faveur de la gestion durable des ressources forestières. Issa Kafando, Mariam Dao, Kadisanogo. Réuni à cette première session ordinaire de l'année 2017, le comité de pilotage du programme d'appui au secteur forestier passe en revue les activités menées au cours de l'année. Pour les parties prenantes du programme, plusieurs défis restent à relever pour être au rendez-vous du 31 décembre 2017, date de clôture du programme. L'objet de cette session, c'est d'apprécier la vie du programme. Donc il s'agira d'examiner et d'adopter le rapport d'activité de l'année 2016. Nous allons examiner l'état d'avancement de nos activités au 30 juin de l'année 2017. Comme vous le savez, c'est un programme qui prend officiellement fin en 2017, mais ça ne marque pas la fin de la collaboration avec nos partenaires. Donc nous avons déjà engagé un processus de réflexion pour la phase 2 du programme. La Suède et le Luxembourg accompagne le Burkina Faso depuis 2013 dans la mise en œuvre de ce programme. Un projet qui vise la gestion durable des ressources forestières. Le PASF, c'est un programme très ambitieux qui essaye de faire un grand effort de sauver la forêt burkinabé. La Suède est en train de préparer une nouvelle stratégie de coopération avec le Burkina. Des propositions réalistes et réalisables sont attendues des participants de cet atelier selon le président du comité de pilotage. Toutes choses qui devraient faciliter la poursuite des activités de 2017 et le démarrage de la deuxième phase en 2018. La gestion rationnelle des ressources minières, en d'autres termes, la bonne gouvernance minière au sein d'une rencontre de 5 jours qui se tient à Bobo-Dioulasso, rencontre initiée par le Centre pour la gouvernance démocratique CGD au profit des élus locaux. Ces derniers ont l'occasion de maîtriser les ficelles des textes miniers comme le code minier afin de participer à une meilleure gestion des ressources minières. Reportage à Bobo-Dioulasso, Martin Zerbo, Mireille Carole Tougma. La bonne gouvernance dans le secteur minier est au cœur de cet atelier. Eux, ce sont les parlementaires et les corps de contrôle de l'État.
Ils sont là pour approfondir la réflexion sur les enjeux du secteur minier. Les parlementaires que nous sommes, et dans le cadre de l'action, du contrôle de l'action gouvernementale, nous devons effectivement avoir toute la matière pour bien apprécier effectivement, non seulement en matière de textes réglementaires, et également toute la stratégie du gouvernement qui est dans ce secteur-là. D'où la nécessité d'une telle formation qui a pour ambition de mettre le secteur minier au service du développement économique et social. Nous devons faire en sorte d'avoir une expertise pour mieux encadrer le secteur minier. Sur le plan financier, d'abord, pour pouvoir impulser les actions de développement, mais également sur le plan environnemental. On va harmoniser les procédures au niveau des corps de contrôle, parce qu'il y a l'IGF, l'ASE, la Cour des comptes qui auront à discuter, et ils vont discuter également avec les élus locaux et les élus nationaux. Alors cela va permettre de connaître les différentes procédures des acteurs pour qu'il n'y ait pas de clash et qu'il y ait surtout une complémentarité dans la mise en œuvre de leurs prérogatives. L'atelier est initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. À terme, il devrait contribuer à une meilleure répartition des retombées du secteur minier. Grâce au laboratoire citoyenneté, des hommes de médias et des représentants d'OSC et de collectivités territoriales ont bénéficié d'une formation à Dori. L'objectif de cette rencontre était de faire connaître la nouvelle réglementation applicable aux médias. Ce régime juridique, constitué de 5 principales lois, a été voté en 2015 et peine à être appliqué sur le terrain du fait de sa méconnaissance par les principaux acteurs. Ibrahim Kagone, Sekou Zongo à Dori. Hommes et femmes de médias, représentants des organisations de la société civile et des collectivités territoriales s'imprègnent de la nouvelle réglementation relative à la presse écrite, audiovisuelle ainsi que la presse en ligne. Votée en 2015 sous la transition, en remplacement du Code de l'information, ce nouveau régime juridique applicable aux médias balise mieux le secteur des médias. Le secteur des médias et de la communication, c'est un secteur très sensible parce qu'un homme de médias qui est mal informé et mal formé est un danger permanent. Parce que là, il travaille sur un secteur qui est extrêmement délicat et donc les fausses informations, le non-respect de la vie privée, la diffamation, toutes des choses qui ne sont pas bien pour le vivre ensemble. Soucieux de se vivre ensemble, le laboratoire citoyenneté se met au service des acteurs du développement à travers le présent atelier. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la composante gouvernance locale et renforcement des capacités du programme d'appui à la décentralisation et la participation citoyenne. C'est dire que le renforcement des capacités est inscrit en lettres d'or dans ce programme-là. Il y a des nouvelles lois qui ont été votées par le CNT. Et ces lois-là permettent le journaliste d'exercer librement ses fonctions. Ce programme du laboratoire citoyenneté couvre 29 collectivités dont 26 conseils municipaux et 3 conseils régionaux. La demande de liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo devrait être réexaminée, a indiqué hier la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. La Chambre demande un réexamen en arguant des erreurs lors du premier jugement. Détenu depuis plus de 6 ans à la haie, Laurent Gbagbo a fait appel en mars dernier de la décision de la CPI de le maintenir en détention durant toute la durée de son procès. Pas de libération pour l'instant pour Laurent Gbagbo, mais la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a demandé un réexamen de la situation de l'ex-président ivoirien. Détenu depuis près de 6 ans à La Haye, Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la CPI de le maintenir en détention durant toute la durée de son procès pour crime contre l'humanité. Le juge de la Chambre d'appel évoque des erreurs lors du premier jugement. Le procès, qui s'est ouvert en janvier 2016, pourrait durer plusieurs années. Pour justifier sa demande de remise en liberté conditionnelle, l'avocat de Laurent Gbagbo avait mis en avant les souffrances physiques et psychologiques de son client. Âgé de 72 ans, Laurent Gbagbo a régné pendant une décennie sur la Côte d'Ivoire. Mais son refus de quitter le pouvoir après sa défaite face à son rival Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2010 avait plongé le pays dans le chaos et la guerre civile. Meurtres, viols,
persécutions et autres violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. En avril 2011, après plusieurs jours de combat à Abidjan, Laurent Gbagbo était finalement arrêté par les forces d'Alassane Ouattara, soutenues par l'armée française. Le fils de Donald Trump sera entendu mercredi prochain par les sénateurs américains. Il devrait s'expliquer sur la fameuse conversation qu'il a eue avec une avocate russe l'année dernière. L'objectif de cette rencontre était d'obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton pendant la campagne électorale américaine. Trump Jr. sera auditionné en même temps que le directeur de campagne de Donald Trump. Le fils aîné du président américain, Donald Trump Jr., sera auditionné mercredi prochain par la commission de la justice du Sénat et cela déplaît fortement aux locataires de la Maison-Blanche. Il va devoir s'expliquer sur une rencontre très controversée à laquelle Paul Manafort, à l'époque directeur de campagne du futur président, a lui aussi assisté. C'était à la Trump Tower en juin 2016 avec l'avocate russe Natalia Veselnitskaya et l'objectif avoué était d'obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Paul Manafort et Trump Jr. seront auditionnés le même jour alors que Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain, sera entendu lundi à huis clos par la commission du renseignement du Sénat. Depuis des mois, le camp Trump martèle qu'il n'y a eu aucune tentative de coordination avec des Russes durant la campagne présidentielle américaine. Dans cette histoire, Donald Trump regrette d'avoir nommé son ministre de la Justice, Jeff Sessions. C'est ce qu'il vient de déclarer au New York Times, expliquant que s'il avait su que Sessions se récuserait dans l'enquête du FBI concernant l'affaire russe, il ne l'aurait jamais nommé. Fidèle allié pendant la campagne présidentielle, le ministre de la Justice a donc déçu Trump. La demande de liberté provisoire de Laurent Gbagbo et le verdict rendu hier par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale intéresse les quotidiens de ce jeudi. Mais le sujet qui passionne le plus chez nous est l'avant-projet de la Constitution. Aimé Solange Guigma pour la revue de presse. Constitution de la 5e République, la commission de rédaction chez le président Kaboré titre l'Express du Faso et remet l'avant-projet au chef de l'État, précise aujourd'hui au Faso. Le quotidien retient qu'il ne sera plus possible pour un chef d'État de briguer plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. C'est donc un article 37 verrouillé à double tour, conclut l'observateur Palga. Le refus de libération provisoire de Laurent Gbagbo en débat également dans les quotidiens du jour. Le Christ de Maman n'est pas descendu de sa croix, note le pays à ce sujet. Les portes de Schwiningen restent ainsi closes pour Gbagbo, mais néanmoins entrebâillées, nuance aujourd'hui au Faso. Car explique l'observateur Palga, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné au juge de réexaminer la demande de libération du père fondateur du FPI. D'où une lueur d'espoir dans la cellule de Gbagbo, selon ce journal. À moins que d'ici là, d'autres considérations politiques douchent de nouveau l'espoir de l'accusé. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réaménage son gouvernement. Ahmed Bakayoko, nouveau ministre de la Défense, indique Sidoya. Ado jette donc son dauphin dans l'arène, souligne aujourd'hui au Faso. Pour qui cela pourrait aider à sauver les meubles, surtout après la déculottée subie par Alain Douahi. Aléa Jacta S, la guerre de l'après-Ouattara a ainsi débuté, insiste ce journal. L'observateur Palga se demande d'ailleurs si ce n'est pas un peu risqué pour le chef suprême des armées d'ouvrir franchement le front anti-Soro alors même que son alliance politique avec le PDCI-RDA semble partir en lambeaux. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.